Bonjour Renelle. Bonjour merci de t'être rendu disponible pour venir dans nos locaux aujourd'hui pour ce podcast. J'ai cru comprendre que tu venais de loin, donc de Montpellier. Tu t'entraînes là-bas depuis quelques années maintenant. Donc tu es athlète de 800 mètres, tu fais ça depuis ton plus jeune âge. Est-ce que tu pourrais te présenter et puis un petit peu nous parler de 800 mètres? Alors je m'appelle Renelle Lamotte, je suis dans l'équipe de France d'athlétisme sur 800 mètres. J'ai 30 ans, donc ça fait déjà 10 ans que je suis en équipe de France élite. J'ai participé 2 fois aux Jeux Olympiques et là je prépare les Jeux de Paris. Et en termes de résultats, au niveau mondial, le meilleur ranking que j'ai fait c'est 7e en 2022. Et ça serait que ça fait longtemps que je cours, alors je me suis un peu perdue. Mais oui, je crois que j'ai été 7 fois championne de France. Enfin voilà, en tout cas, je prépare les Jeux de Paris et le but, ça va être... Mon objectif de carrière, c'est de monter sur le podium au niveau mondial parce qu'au niveau européen, j'ai déjà fait plusieurs fois, 4 fois. Et voilà, aller chercher l'excellence au niveau international. Ok, donc ça fait un moment déjà que tu es sur la scène internationale, vraiment dans les meilleures européennes, puisque tu as un sacré palmarès au niveau européen. Je ne sais même pas si c'est du déjà vu d'avoir autant de titres de vice-championne d'Europe en si peu de temps. Arrête-moi si je me trompe. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé ce qu'ont fait les autres au niveau des palmarès, mais c'est sûr que j'ai ramené que de l'argent et j'ai même 5 médailles de vice-championne d'Europe parce qu'il y a aussi la médaille de cross. J'ai jamais pu gagner. Ah exactement aussi, c'est vrai qu'aussi il y a du cross exactement. Et donc, tu as fait au cours de ta carrière donc une finale au championnat du monde. À ton sens, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour vraiment entrer dans le très très haut niveau et être plus régulière en finale et puis pouvoir essayer de truster une médaille typiquement aux prochains Jeux Olympiques? Alors, déjà, je suis à mes premiers championnats du monde, c'est là que je suis passée en finale. Donc j'avais, je crois, 23 ans ou 22 ans, donc j'étais très jeune, je connaissais personne, je connaissais rien et je savais pas que j'étais en train de réaliser un truc de fou. C'est juste que j'étais là pour courir, ça s'est très bien passé. Bon, je termine quand même dernière de cette finale, mais c'est un top 8 mondial, c'est vraiment très relevé. Depuis, il y a des filles qui ont été contrôlées positives devant, donc finalement je suis plus 8e et je me rends compte que je suis entre la 5e et la 6e place. Voilà. Après, le niveau a toujours été très relevé, mais là, c'est encore en train de monter d'un niveau supérieur. Donc moi, ce qui me manque, je pense que en 2022, je suis à la 7e position au niveau mondial, au niveau du chrono. Mais donc après, avec les filles devant, on était plutôt regroupées. Je veux dire, j'étais dans le coup en fait. Je faisais souvent des podiums sur les compétitions internationales, sur les meetings hors grand championnat. Mais je pense que j'ai pas eu de chance puisque j'ai attrapé le Covid le jour de la compète. En fait, j'ai pas de chance depuis. C'est pas des excuses, mais j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de chance depuis le début de ma carrière. Mais je crois au travail et au fait de ne pas abandonner. Et donc je me dis que les Jeux sont à Paris et le fait d'avoir raté autant de compètes, je me dis que le jour où ça va payer, ça va être extraordinaire et ce sera à Paris, je pense. Je te le souhaite parce qu'effectivement, c'est très rare pour une athlète d'avoir les Jeux Olympiques à domicile, d'autant plus quand elle est dans le top de sa carrière. Malheureusement, on sait que le 800, c'est une course qui peut être très aléatoire parce qu'il y a énormément de bousculades, il y a énormément de facteurs qu'on ne maîtrise pas. C'est vraiment une course d'horloger, si je puis dire, dans le sens où un temps de passage un peu trop rapide aux 400 ou même dans les 200 premiers mètres peut potentiellement flinguer toute la course. Donc c'est une course qui est très spécifique et qui demande pas mal d'expérience. Donc est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les spécificités du 800 mètres, comment toi tu vis le 800 mètres et en quoi c'est vraiment une course à part entière dans le paysage de l'athlétisme français? Alors, très très riche question. Donc, en fait, c'est une course où il faut avoir énormément de flair. Et maintenant, on s'est rendu compte avec mon entraîneur qu'avec les nouvelles chaussures en carbone qui vont plus vite, on s'est rendu compte que le 800 mètres, il se court plus comme dans les années 2000 où on partait très vite et on tenait. Là, maintenant, ça part vite, ça ralentit, il y a des changements de rythme et ça termine très, très vite. Donc, il y a aussi des générations d'athlètes et donc la discipline en elle-même, elle évolue en fait. La manière dont elle est courue, ça évolue. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très particulier.
C'est pas comme sur 100 mètres où finalement ça se court. Je suis pas sûre que sur 100 mètres il y ait autant de mouvance dans la manière de courir cette discipline. Donc j'ai l'impression de devoir toujours m'adapter à la nouveauté, m'adapter aux nouvelles adversaires qui arrivent avec leur style bien à elles. Et c'est une course qui permet... En fait, ce que j'aime bien avec cette course, c'est que c'est le trait de caractère, il entre beaucoup en jeu. La personnalité, parce qu'il y a des athlètes qui prennent des risques, il y en a qui en prennent pas, il y en a qui restent derrière, qui courent à la fin, il y en a qui partent au suicide. Donc, je peux pas dire qu'il y a... Je peux pas définir c'est difficile de définir le 800 mètres parce qu'on peut le voir, on peut le courir, on peut le préparer de mille et une manières. Alors j'entends ce que tu dis et globalement j'ai quand même l'intuition que dans la physionomie d'une course de 800 mètres, il y a quand même des variables qui sont communes à tous les athlètes, dans le sens où même s'il y a des changements de rythme, etc., globalement c'est une course où on va forcément finir lactique et c'est pas forcément le cas de toutes les courses dans le demi-fond ou les courses de fond françaises, alors que le 800 c'est quand même beaucoup plus inévitable, surtout si on cherche à faire un chrono ou des trucs comme ça, non? Oui, c'est sûr qu'on finit lactique, mais maintenant avec les chaussures carbone, je me rends compte que ça termine vraiment plus vite qu'avant. C'est ça qui est incroyable. Et en fait, c'est comme si maintenant la course avait changé. Avant, on faisait un tour et on explosait vraiment, on tenait comme on pouvait. Et maintenant, ça part vite et c'est comme si on prenait le temps de récupérer, entre guillemets, récupérer. Dans la course, il y a du relâchement. En fait, on va chercher le relâchement pour pouvoir vraiment terminer fort derrière. Mais oui, il y a de l'acide lactique. C'est une des disciplines physiquement les plus violentes, on va dire. Je dirais pas les plus difficiles parce qu'il y a aussi le marathon qui est très dur. Mais en termes d'intensité, c'est une des plus intenses, quoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est vraiment l'acide lactique? Quel effet ça te procure? Par exemple, pour un moldu, une personne qui fait pas de sport de haut niveau, c'est quand tu cours pour attraper ton bus et que tu te rends compte qu'en fait tu peux pas donner plus, il y a un truc qui t'arrête, qui te brûle les jambes et tu es obligé de t'arrêter, mais souvent les gens s'arrêtent avant de sentir l'acide lactique, je crois. Donc moi il n'était pas question que je rate le bus, donc j'ai couru jusqu'au bout et je suis allée chercher cette sensation. Donc voilà, je pense vraiment que le grand public, c'est un truc inaccessible peut-être, l'acide lactique. Enfin, je veux dire, si tu écoutes ton corps, si tu connais pas l'acide lactique, tu t'arrêtes, quoi. Donc je vous invite à découvrir ce qu'est l'acide lactique. En fait, tu cours et une fois que tu as envie de t'arrêter, tu continues. Et même ça suffit pas, parce que je me dis, une personne qui va courir un footing d'1 heure, elle se dit bon allez, je me rajoute 1 heure pour aller au bout, même comme ça elle ressentira pas forcément l'acide lactique parce que il y aura pas cette intensité là du 800, non? Oui, en fait c'est vrai qu'il y a aussi ça vient en fait je suis nulle en chimie, biochimie, etc., en bioméca et tout, mais c'est dans les efforts violents, rapides et d'endurance, l'endurance lactique, d'endurance de vitesse, tout ce qu'un aérobie, quoi. C'est pas les mêmes. Il y aura pas ces sensations de lactique sur du marathon ou sur du long. Alors je suis pas sûr parce qu'effectivement moi je suis nul dans tous ces sujets-là, mais j'avais cru comprendre que le lactique arrivait quand à un moment l'échange entre l'oxygène et du oxygène qui se faisait dans tes muscles, quand ton corps il pouvait plus suivre le rythme pour alimenter ton muscle il produit trop de déchets, il produit tellement de déchets que c'est ça qui va créer l'acide lactique. Et effectivement, la sensation, je pense que la sensation peut-être la plus comparable, arrête-moi si je me trompe, c'est peut-être si un mec qui a jamais fait de vélo, d'un seul coup il se dit vas-y je vais faire un col, et donc il est sur son vélo en danseuse, et donc il va pas ressentir d'acide lactique je pense, mais dans la douleur qu'il va recevoir sur ses jambes, ça peut un peu se rapprocher de ça, quoi. Ça peut se rapprocher de ça, mais... Ouais, c'est vrai que c'est dur à... Ouais, c'est difficile à décrire. C'est super. Tu la connais toi, Erwan, la sensation? Ouais, mais justement, j'ai pas les mots pour la décrire. Ouais. Ça brûle, quoi. C'est comme du poison, en fait. La sensation, moi, je dirais que c'est comme du poison qui ronge les muscles. C'est hyper douloureux, quoi. Mais ouais, mais c'est hyper douloureux, mais hyper agréable. Ouais, ça te shoot un peu. Ouais, vraiment, moi, ça me shoot, mais c'est hyper... Je crois que c'est addictif. Donc, pour ta reconversion, tu penses à produire une drogue de synthèse qui reproduirait... Je ferais des soirées sous acide lactique. Ok, donc merci pour les spécificités sur le 800 mètres. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu dis que finalement, la physionomie d'une course de 800 mètres, c'est quelque chose d'assez organique, puisque c'est vraiment tous les acteurs qui vont prendre part à la course qui vont changer un petit peu
la manière dont un 800 mètres se court aujourd'hui. Et c'est en partie dû au fait que y a des nouvelles technologies. Tu parles des plaques carbone qui aident l'athlète finalement un peu plus préserver ses muscles. C'est bien ça? Puisque c'est un peu compensé par l'effet de la lamelle, ou est-ce que tu voulais dire autre chose par rapport à ça? Non, tu penses que le carbone, ça permet de préserver les muscles? Ce que je veux dire par là, c'est que là où avant tu produisais un certain effort pour courir ton premier 200 mètres en 26 secondes, là tu vas peut-être produire un pourcentage d'effort un peu moindre parce que tu vas bénéficier des plaques carbone. Ça c'est possible, mais en fait ça dépend aussi du pied de l'athlète. Donc de son ressenti. Il y a des athlètes qui courent plus en cuisse, d'autres qui courent plus en pied. Moi par exemple je cours plus en cuisse et du coup je bénéficie moins de la chaussure. Et moi quand je porte la chaussure carbone, je trouve ça inconfortable parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer au sol comme je le ferais avec pieds nus ou avec des chaussures entre guillemets normales. Et c'est ça qui est particulier. Par contre, je sais que quand mon pied s'écrase au sol et que je suis en face de difficultés, là, la chaussure, elle va m'aider. Mais tu as des profils pour qui la chaussure, elle t'aide de A à Z parce que ton pied, il match parfaitement avec la chaussure. Et donc moi, le calcul que je fais, c'est est-ce que je regarde une chaussure dans laquelle je me sens libre de m'exprimer comme je veux, mais qui ne va pas m'aider à renvoyer au sol en fin de course, ou est-ce que je prends des carbones et je ressens de l'inconfort au début et du confort à la fin? Et en parlant des carbones, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qu'on va courir dans Paris en carbone à 10 km/h et qui s'obstinent à mettre des chaussures carbone à 250 € et qui attaquent talons? Déjà, c'est des chaussures qui résistent pas trop dans le temps. Ouais. Tu peux pas courir comme je faisais avant avec des vieilles baskets pendant 6 mois. Ça dure pas longtemps. Donc, après, moi, je trouve ça génial que les gens s'intéressent au running, que les gens soient fiers de mettre des belles baskets. Moi, j'adore courir avec des belles chaussures, donc je comprends totalement. La seule chose que je trouve triste, c'est vrai que les prix des chaussures, c'est devenu inaccessible en fait. Donc, un grand bravo à ceux qui arrivent à s'acheter des paires de chaussures, et vous avez raison d'être fiers avec, même si vous courez à 10 km/h. Et 10 km/h, c'est bien. C'est bien parce que moi, j'ai des amis qui se mettent à la course et je les encourage et c'est génial, mais c'est du 6,5 km/h. Mais c'est très bien déjà de mettre les baskets. Donc, si tu achètes des belles baskets qui te font plaisir pour aller courir même à 4 km/h, c'est génial. Vas-y, quoi. Après, c'est vrai que je posais cette question-là, pas tant dans le sens esthétique, etc., mais plus pour le gain qu'on peut avoir face aux plaques carbone. Parce que c'est vrai que les études ont démontré qu'à une certaine vitesse, ça change rien pour toi, quoi. Tu culpabilises un peu, non? De quoi? de t'être moqué des gens qui courent à 10 km/h en carbone. Oui, parce que tu as répondu avec bienveillance et du coup, je passais par... Ok. Oui, en termes de performance, ça sert pas à grand-chose. Mais bon, ça dépend. Je pense que même si je suis, entre guillemets, experte en course à pied, je pense que c'est important que les gens écoutent leurs sensations. Oui, et puis comme on dit, carpe diem. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que tu vas dans des magasins de running, tu auras toujours un spécialiste. Même moi, on m'envoie des conseils de... Enfin, ce qui compte, c'est ce que toi, tu ressens dans ton corps, et peu importe la vitesse, peu importe quoi que ce soit, c'est tes sensations le plus important. Ok, c'est noté. Moi, j'avais une autre question pour toi, Renel. Donc là, très prochainement, tu vas partir en stage de préparation en Afrique du Sud, à Potchefstroom, c'est bien ça? Donc, ce qui veut dire que là, tu rentres vraiment dans une autre dynamique dans ta saison, dans une autre phase où clairement, ça y est, les jeux ils sont lancés, quoi. Et puis, tu commences à rentrer dans la phase d'affinage où tu vas un petit peu percevoir ton état de forme, comment tu es par rapport à l'an dernier sur tes premières séances spécifiques. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs en quoi c'est important de faire parfois des milliers de kilomètres pour s'entraîner à l'étranger dans le cadre d'une compétition qui aura lieu dans 5 ou 6 mois? Alors, partir à l'étranger, déjà, ça permet... Il n'y a pas énormément d'endroits dans le monde où il y a toutes les conditions réunies pour bien travailler. Donc, ça veut dire... qu'on a besoin de bains froids, on a besoin de salles de soins kinés, d'une piste. Là-bas, il y a même une piste en herbe pour éviter les chocs, des chemins en nature pour pouvoir faire des kilomètres sans tourner en rond dans des petits parcs, et une salle de muscu complètement adaptée à l'entraînement pour l'athlétisme. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les conditions. En plus, là, il y a de l'altitude. C'est pour ça que je pars 1 mois pour m'acclimater. Et moi aussi, c'est pour la dynamique, parce que je vais être avec l'équipe de France. Ça va me préparer à ces conditions que je vais retrouver au village olympique avec la team.
parce que forcément, nous, à chaque fois qu'on se voit je partais pas trop avant en stage équipe de France. Je préférais me préparer à Montpellier avec mes proches, etc. Mais je pense que c'est important de retrouver l'équipe pour tisser des liens aussi avant de partir, parce que c'est un sport individuel, mais ça va être important d'avoir du soutien pendant les Jeux et de sentir que j'ai des potes tout simplement dans cette équipe de France. Donc voilà, j'y vais pour toutes ces raisons-là. Et l'entraînement pour préparer un beau 800 mètres, c'est bien minimum 6 à 7 mois de travail. Donc on prépare tous les blocs d'entraînement sont préparés par l'entraîneur. Moi, je donne juste mon accord si je trouve que c'est cohérent ou non. Mais le coach est là pour organiser la planification. Et dans cette planification, on y ajoute parfois des stages d'entraînement ou des petites des micro-coupures. Enfin voilà, c'est très, très millimétré finalement. Ok, donc c'est quelque chose de vraiment primordial, donc déjà physiquement, pour se préparer dans de bonnes conditions, mais aussi mentalement, puisque j'imagine qu'en fait ça permet de vraiment t'inscrire dans un cadre où tu es dans un endroit dédié à une seule chose. Et bien sûr, j'imagine que ton esprit, il peut quand même penser à autre chose entre les entraînements, mais là tu es vraiment dans un cadre et ça fait peut-être toute la différence en termes d'engagement. Ça fait aussi, oui, c'est vrai que j'y vais vraiment pour travailler et je sais que tout mon temps sera consacré à ça et à ma récupération. Je vais pouvoir dormir tôt, j'aurai plus besoin de cuisiner, plus besoin de gérer des machines, etc. En fait, j'aurai aucune contrainte à part l'entraînement. Enfin, j'aurai aucune contrainte pour m'entraîner. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant, mine de rien, de s'entraîner, de devoir gérer sa maison, de devoir gérer les contrariétés du quotidien. C'est des petites choses qui freinent un peu dans la performance. Ça prend de l'énergie, ouais. Ok, alors tout à l'heure tu me parlais de quelque chose qui était très intéressant, j'ai pas eu l'occasion de rebondir dessus, mais tu disais que chaque athlète finalement, on parlait du 800 mètres, mais je pense que c'est global à tous les sports, mais chaque athlète a son propre style. Donc toi, comment tu définirais ton style par rapport aux autres athlètes ? C'est marrant parce qu'apparemment il y a des scientifiques qui ont... des chercheurs en athlétisme qui ont identifié différents profils d'athlètes sur 800 mètres. Et donc moi, je fais partie de la catégorie burner. C'est que je pars vite et j'essaye de tenir. Donc en fait, je suis une coureuse old school à l'ancienne. Mais alors, c'est dommage parce que je me souviens plus des autres profils. Mais ouais, c'était assez intéressant parce que c'était un peu comme des profils de personnalité. Profils de Pokémon, un peu. Je l'ai pris comme ça. Ok, et donc toi, tu es d'accord avec cette approche-là, avec l'étiquette qu'on t'a collée ? En fait, que je sois d'accord ou non, mes stats de course ont été analysées, donc malgré moi, je fais partie des burners. D'accord. Et il y a une caractéristique qu'on entend souvent en championnat, enfin surtout de la part des commentateurs, tu vas peut-être où je veux en venir, mais toi, quand tu cours tes 800 mètres, tu as souvent tendance à te mettre à l'extérieur du couloir 1, ou voire entrer du couloir 2. Alors déjà... Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux expliquer quelle est l'incidence de ce type de course et pourquoi tu fais ça ? Alors déjà, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi j'aime mieux courir à l'extérieur. Déjà, quand je m'entraîne seule, j'ai personne pour me tirer devant moi à l'entraînement parce que j'ai personne pour me tirer. Donc j'ai l'habitude de voir tout l'espace quand j'avance. Et en compétition, tu te retrouves avec des filles qui ont toutes le même niveau. Donc c'est très difficile, c'est plus les mêmes repères. Donc quand je suis à l'extérieur, j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle sur ce qui se passe, même si effectivement je perds de la distance. Mais il y a aussi une autre raison à cela, parce que je travaille beaucoup sur ma tête, dans mon cerveau, avec une psychologue depuis 2016. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas forcément un choix de ma part de me mettre à l'extérieur, c'est plus que j'arrivais pas à prendre ma place dans la course. Parce que je me sentais... C'est vrai que j'ai toujours mystifié le truc. J'ai toujours trouvé ça hyper impressionnant de courir dans des stades remplis. Et donc, je me sentais pas légitime pour de tels événements, en fait. Je me sentais... j'arrivais pas à rentrer et à me dire c'est ma place, c'est là que je dois être. Et au-delà de ça, j'imagine qu'il y a aussi une dimension stratégique, en fait. Parce qu'en fait, tu dis que... tu n'arrives pas forcément à prendre ta place dans le groupe des filles lors d'une finale, ce que je veux bien croire parce qu'en général on est peut-être 10 athlètes pour 8 couloirs, donc ça se bouscule énormément.
Et au-delà de ça, il y a peut-être une autre dimension stratégique, dis-moi s'il y a ça aussi, c'est qu'en prenant l'extérieur d'un couloir, finalement tu bloques aussi la porte des personnes qui sont derrière toi. Est-ce qu'il y a cette dimension aussi quand tu abordes tes courses? Est-ce que c'est pensé? Non, je vais pas me mettre à l'extérieur pour gêner mes adversaires. Mais c'est vrai que quand je suis à l'extérieur, elles peuvent difficilement en passer. Sinon, il faudrait qu'elles aillent à l'extérieur du couloir 2. Et là, ce serait vraiment compliqué, même si j'ai déjà couru à l'extérieur du couloir 2. Mais ça, c'était des cas où je me faisais vraiment victimiser. Mais ça s'était bien fini quand même pour moi. Je sais qu'à mes championnats d'Europe en 2018, il y a eu des moments où j'étais presque au couloir 3. Ah oui, ok. Et donc là, on est un petit peu rentré dans le vif du sujet puisqu'on parle vraiment de l'intérieur, comment une compétition se vit de l'intérieur. On a également parlé donc de l'apport des technologies par rapport aux plaques carbone, etc. Est-ce que toi, tu penses que tu fais face parfois à des adversaires qui ont plus de moyens technologiques que toi pour progresser? Mais que ce soit vraiment, je ne sais pas, en termes d'analyse vidéo, peut-être d'intelligence artificielle, d'accompagnement. C'est vrai que plus j'avance et plus on a des outils. Là, par exemple, j'ai ma bague pour regarder mon sommeil. Je vais avoir une bague pour voir ma concentration d'oxygène dans mon sang quand j'arriverai sur place en Afrique du Sud. On est très bien suivi sur le plan médical pour la prévention au cas où, pour les carences en fer. Par exemple, là, je pars en altitude. Je sais très bien qu'il ne faut pas que je sois en carence de fer, par exemple. Donc, on a beaucoup d'outils. Après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de prévention blessures, beaucoup de prévention pour la santé. Mais non, quand même, en optimisation de la perf, je fais des calculs sur mes foulées. On essaie de trouver la différence carbone, sans carbone, voir ce qui me correspond. Non, je pense qu'on est très très bien équipés, même mieux que par exemple certains pays africains. Non, on est très très bien équipés. Il n'y a pas de problème avec ça. Pas moins que les autres. Mais par contre, c'est vrai que moi je m'entraîne dans une politique antidopage. Je pense qu'il y a tout un monde que je ne connais pas par rapport au dopage et la complémentation, etc. Okay. Mais j'ai pas envie d'utiliser ces outils-là, donc ouais, je comprends. Ça va comme ça. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de dopage parce que les aides technologiques dont peuvent bénéficier une athlète, au final, ou un athlète, c'est aussi parfois des outils que les autres athlètes n'auront pas à disposition. Donc forcément, moi, ça m'emmène, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais ça m'amène forcément à une notion de fair play. Donc à quel moment le sport reste fair play ou pas, à quel moment on peut parler de dopage technologique ou pas. Toi, je vais prendre un exemple, le steeple, je crois qu'il est arrivé assez tard dans les disciplines de l'athlétisme et typiquement dans des stades au Kenya ou en Éthiopie, quand le steeple est arrivé, je suis pas sûr qu'ils avaient à disposition des infrastructures avec une rivière et compagnie. Par contre, dans les autres pays peut-être plus occidentaux, c'était peut-être plus accessible. Et des exemples comme celui-ci, je pense qu'il y en a plein. Tu vois, on voit que l'escalade, typiquement en salle, explose en ce moment. Et je te laisse bien deviner qu'il y a des pays qui ont beaucoup plus d'infrastructures que d'autres parce que ça a un coût. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une notion de fair play qui est en jeu là aussi par rapport aux moyens qu'ont les athlètes à leur disposition? C'est sûr que moi, je trouve, par exemple, tu vois, seuls les meilleurs athlètes européens ont eu le droit au prototype des dernières chaussures. Donc moi j'ai reçu un prototype, donc je suis déjà la meilleure française actuellement. On m'envoie les prototypes et je sais que mes adversaires françaises qui sont derrière et qui aimeraient ma place n'ont pas de prototype. Donc c'est vrai que c'est une pure injustice. Et d'autres adversaires encore plus fortes que moi ont des protos que moi j'aurais pas non plus. Bon, c'est comme ça, c'est vrai qu'on s'habitue à cet environnement qui est quand même assez hostile. Mais oui, c'est injuste. Mais après, c'est comme en France. Voilà, en France, le sport est soutenu, mais c'est pas comme aux États-Unis où c'est complètement valorisé. Ouais. En France, c'est très difficile d'avoir un double projet, alors qu'aux États-Unis, c'est hyper possible. Donc, en fait, les inégalités, elles sont partout.
Après, il y a des degrés, c'est sûr, parce que dans les pays africains, je pense qu'il y a énormément de talents qui ne sont pas forcément repérés, qui ne sont pas forcément accompagnés. Il y a aussi des dérives. Je pense qu'il y a plein de trucs border. Enfin, j'entends des trucs, parfois, je me dis comment c'est possible. Des athlètes africains qui arrivent à venir courir en Europe. Et finalement, j'ai entendu des trucs, des agents un peu scrupuleux qui ne respectent pas les règles avec les pourcentages. Enfin, normalement, un agent, il ne touche pas plus de 20%, mais en fait, ces athlètes, on leur prend plus parce que pour eux, c'est des sommes qui sont colossales. Ils peuvent apporter l'électricité dans leur pays. Enfin, donc voilà, il y a aussi beaucoup de dopage dans ces pays-là, mais ils apportent tellement grâce au sport. Enfin voilà, tout est assez. De toute façon, c'est le monde à moindre échelle, en fait. D'autant plus que dans l'athlétisme, c'est un sport qui est extrêmement mondialisé, parce qu'au final, il suffit d'avoir une paire de baskets finalement pour courir, contrairement à d'autres sports. Et donc c'est un sport qui est d'une densité folle. Bon, j'exclus le football parce que c'est toujours un cas à part, mais quand tu regardes les Jeux Olympiques, des fois je regarde des disciplines, je me dis ouais mais en fait le championnat du monde entre guillemets c'est un championnat d'Europe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Typiquement quand je vois des présentateurs s'enflammer en disant oh c'est incroyable et tout, les 4 premières sont françaises au ski alpin au championnat du monde. Non, parle pas comme ça. Si c'est vrai, c'est une réalité. En fait c'est pas un championnat du monde, c'est un championnat d'Europe. Ouais. Tu veux pas te cramer sur cette question? Non, après c'est sûr que je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas la même densité dans tous les sports, mais je pense qu'il y a quand même un niveau d'expertise. Enfin, tu vois, ça reste énormément de travail et tout, malgré le fait qu'il y ait moins de densité. Mais aussi, par contre, tu vois, en athlée, ça se sait qu'il y a une énorme densité. Et du coup, une nana qui fait une médaille olympique, on s'en rappelle à vie, quoi, comme Marie-Josée Pérec, je veux dire, c'est devenu une légende. Donc oui, effectivement, on peut se dire bah ouais, c'est pas juste, dans certains sports il y a moins de densité, alors ils ont des médailles, mais en fait tu vois que il y a un revers de la médaille entre guillemets. Malheureusement, un champion du monde, une championne du monde de tennis de table. Non, mais c'est vrai, elle n'aura pas la même visibilité qu'une championne du monde du 400 mètres comme Marie-Josée Pérec. Effectivement. Ouais. Donc en fait, finalement. À choisir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien qu'il y ait des médailles dans des sports. Enfin, tu vois, je pense pas qu'il faille comparer, quoi. Ok, je vais faire quand même. Mais... mais parce qu'il faut pas sous-estimer la performance des sportifs dans des sports plus récents ou des sports. Comment on dit des sports de catégorie des sports particuliers, enfin je sais pas comment expliquer ça, des sports moins grand public. Moins grand public, ouais. Ok. Mais c'est intéressant que tu dises ça par rapport au fait que effectivement faut pas perdre de vue que même si la densité est moins forte, un athlète fournit autant d'efforts que dans un sport où la densité est très forte. Enfin, je suis pas sûr parce que finalement la concurrence ça te tire vachement vers le haut. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je veux pas tomber dans les grains, en fait. Genre, je pense que je suis d'accord avec toi sur certaines choses. J'ai eu autour de moi des gens qui faisaient du haut niveau dans d'autres sports et je voyais bien que c'était pas la même pression. C'était pas... Parce que moi, ce que je fais pas l'entraînement, je sais qu'une adversaire va le faire. Donc, tu vois, là, tout à l'heure, j'étais en muscu, j'arrivais pas à charger mes barres. Et dans ma tête, je sais que quelqu'un d'autre va réussir à charger ce que moi, j'ai pas pu mettre. Donc, tu es tout le temps en train de réfléchir et tu es tout le temps sous pression. C'est pas juste tu prépares ta compète et puis tu arrives et tu fais ta compète. Non, tu sais aussi que si tu sors, si t'es pas dans les 2 secondes de ce que tu veux faire, aussi bien l'année prochaine, t'es même plus athlète de haut niveau. Enfin, c'est ta place, t'es tout le temps sur un siège éjectable. Ok. Et donc, du coup, justement, par rapport à cette pression, comment toi tu fais pour gérer le fait que au final tu es constamment sur un fil, pas parce que c'est toi mais parce que c'est la discipline qui veut ça. Enfin, je veux dire à 3 dixièmes près ça change tout à fait ta carrière. Alors 3 dixièmes c'est quoi? C'est pour quelqu'un qui n'a pas fait d'athlétisme par exemple ou de sport de course, il réalise même pas ce que ça veut dire 3 dixièmes. Et pour autant ta carrière peut changer du tout au tout juste pour 3 dixièmes parce que ça peut être une médaille d'or au bout, ça peut être une finale et donc par extension ça peut être un contrat avec un équipementier à 100 000 euros. Donc comment tu fais pour gérer le fait que tu es constamment sur un fil et qu'en fait tu peux très bien gagner 3 dixièmes comme tu peux en perdre 3 de plus par rapport à l'année précédente quoi, et du coup être complètement hors jeu? Et quelle est la question?
La question, c'est comment toi tu fais pour gérer le fait que tu es constamment entre... En fait, c'est ce que tu dis, le fait que ça se joue parfois à des dixièmes et ça se joue à rien, ça se joue à rien, mais du coup, ça vaut le coup de s'accrocher, quoi. Donc, le fait de savoir que ça se joue à rien et que c'est tellement dense et que tu vois toujours des championnes, ça tourne en fait, parce que moi, je me rends compte que je fais des compétitions avec des filles. Enfin, quand je vois des podiums, il y en a peut-être 2 ou 3 dans le monde seulement que j'ai pas battu. Mais les autres, j'ai battu tout le monde. Et les filles, il y en a parmi elles qui sont déjà médaillées aux championnats du monde, Jeux olympiques et tout. Donc, je crois en ma chance. Et voilà, moi, ça m'aide plutôt de me dire que ça peut se jouer à 3 dixièmes. Donc, tous les jours, je travaille en me disant, mais ça peut se jouer à rien du tout, quoi. Mais je sais pas si j'arriverai au bout de mon projet. Enfin, je sais pas si ce rêve... Enfin, c'est même pas un rêve. Je sais pas si cet objectif se réalisera. Mais déjà, juste de vibrer pour ça tous les jours à l'entraînement et de rien lâcher, c'est déjà un truc... En fait, je me rends compte aujourd'hui, avec plus de recul et de maturité, que c'est une chance incroyable, en fait, d'avoir quelque chose qui te tienne comme ça. Et quelle différence tu fais, parce que j'ai l'impression que enfin, pas que t'opposes, mais tu différencies quand même les deux termes. Quelle différence tu fais entre rêve et objectif? Pour moi, le rêve, c'est quelque chose... J'aime pas trop... Le rêve, c'est quelque chose de lointain auquel tu te l'interdis, en fait. Et même à rêver, finalement, tu n'es pas dans l'action. Alors que si c'est un objectif, même si c'est un objectif inatteignable, tu es dans l'action et tu vas te bouger pour y arriver. En fait, j'aime pas trop dire je rêve de... Enfin, j'aime pas l'expression. T'as l'impression d'être dans un manga, quoi. Et j'aime pas l'entendre des autres non plus. Enfin, ouais, j'aime pas trop. Ouais, c'est pas assez terre à terre. Et c'est marrant parce que ça rejoint la conversation qu'on a eue hier soir sur le moment où, le moment de ta vie où tu dois choisir entre la contemplation et l'action. C'est exactement ça. Et donc toi, à quel moment, déjà, est-ce que tu penses qu'au début de ta carrière, tu étais plutôt justement dans la contemplation et qu'à un moment donné, il y a un switch, tu te dis ok, il faut que je passe dans l'action, ou t'as toujours eu la vision justement de l'action? Je pense qu'en arrivant, en fait, j'avais pas la culture athlée, j'étais pas passionnée par ce sport. J'ai juste été acceptée en sport-études et je me suis dit on va aller en sport-études. Et je suis allée en sport-études. Et les 2 premières années, là, j'étais dans la contemplation. Et un jour, il y a une fille qui était talentueuse qui arrivait, elle fait une médaille alors elle était plus sérieuse que moi à l'entraînement. Et là, j'ai vu que là, je me suis dit allez, je vais essayer de me mettre dans l'action. Et dès que j'ai commencé à me fixer des objectifs petit à petit, j'ai commencé à les atteindre. Voilà, j'ai changé de mindset et aujourd'hui, je me rends compte que d'être dans l'action et d'être dans la volonté de définir des objectifs, c'est super important. Et en fait, tu peux aller super loin comme ça. Et après, c'est plus une force de travail que que tu acquéris au fur et à mesure. Ça dit acquérir, oui. Ouais, du verbe acquérir. Ouais. Non, en gros, en fait, au départ, de se fixer des objectifs, ça te donne une base, un rythme de travail. Et une fois que tu as ce rythme, une fois que tu sais travailler, une fois que tu es habitué à travailler, finalement, il faut presque s'enlever les objectifs pour pas que ça devienne une limite. Ok. Donc, c'est une approche qui est quand même très rationnelle. C'est-à-dire que petit à petit, tu perçois ce qui se passe par rapport à ce qui avant était un rêve. Tu commences à matérialiser les choses. Tu dis ok, en fait j'ai réussi à arriver à ce point là, des fois même sans t'en rendre compte, et c'est ce que j'appelle l'insouciance. Et quand on est jeune athlète, on est vachement porté par l'insouciance, et des fois ça nous projette sur des planètes qui sont stratosphériques pour nous, et ça nous permet d'aller plus loin. Et donc c'est à partir de là que tu commences à rationaliser un peu plus les choses et vraiment à prendre les bonnes décisions pour aller là où tu veux, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et puis, en fait, quand tu vois que le travail porte ses fruits quand même, tu te dis, alors que... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé. J'ai dit à mon entraîneur, voilà, je veux faire les Jeux olympiques. J'avais pas encore... Enfin, je venais de faire championne de France. J'étais jeune, mais je valais pas grand-chose à l'époque. Enfin, personne pensait que j'aurais ce parcours-là aujourd'hui. Mais j'avais demandé à cet entraîneur si en 4 ans, je pouvais, si je perdais 2 ou 3 secondes tous les ans, je pouvais participer aux Jeux olympiques. Il m'a dit oui. Donc à partir de là, je me demande si je ne l'avais pas écrit sur un papier, mais j'avais des objectifs tous les ans de chrono.
Et ça s'est passé comme sur des roulettes parce que j'ai jamais lâché ce projet. Tous les jours, c'était une obsession. Très bien. Merci beaucoup Renelle, merci pour ton intervention. Donc je te souhaite un bon stage d'entraînement en Afrique du Sud. J'espère vraiment que ça va poser les fondations d'une bonne saison pour arriver à minima, parce que c'est tout ce qu'on te souhaite aux Jeux Olympiques. Et tu es la bienvenue, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Erwan, merci à toute la team, à bientôt.